truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est dingue ça. Ah oui, c'est ça. C'est normal. C'est normal. Voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc j'ai fait un nouvel overlay. J'ai mis les yeux parce que des fois je dessine et donc comme ça vous permet de voir deux yeux qui vous regardent. Et d'autre part, je continue mon storyboard. Alors j'ai un peu honte hein, parce que je débute avec l'iPad, je débute avec le stream, donc tout ça est très très amateur. Mais je fais un storyboard sur une BD de dégustation de pommes de terre qui m'a été commandée par la Chambre d'agriculture de l'Aude. Donc là, je fais la troisième planche aujourd'hui. Je peux vous montrer les planches précédentes. Qu'est-ce qu'on a dans la galerie? C'est assez moche, mais c'est juste un storyboard, hein. Voilà, donc ça c'est la planche de hier et la première c'est ça. Donc voilà, je me rends à une dégustation de pommes de terre. Voilà. En plus, c'est vrai, au début, je lui dis, mais il me dit, tu pourras venir à la dégustation? Je dis, oui, oui, mais je vais peut-être pas déguster parce que j'ai de la route, vu que c'est dans l'Aude et tout. Il me dit, non, mais c'est une dégustation de pommes de terre. Ok, j'avais tout suivi, absolument. Donc voilà, il m'explique ça, que comme je le disais, donc la Mona Lisa, c'est la variété hégémonique en ce moment, mais qu'elle est en fin de vie. Et donc, ils essayent de développer de nouvelles variétés qui soient en plus compatibles avec le changement climatique et écologiques et compatibles avec l'agriculture de montagne. Donc, il m'explique qu'il n'y a pas une AOC encore sur la pomme de terre du pays Qatar. Donc, pomme de terre du pays Qatar qu'on a là, voilà. Mais il y a un cahier des charges. Euh, oui, la Mona Lisa, oui. Euh, Effectivement, c'est la Mona Lisa. Et donc, voilà, c'est ce monsieur-là qui a mis en place l'AOC, en tout cas le cahier des charges. Et on essaye de développer des patates plus écolo. Voilà, donc on se rend dans une cantine d'un collège. On a un petit discours qui nous explique tout ça, que les variétés sont testées, qu'on va les goûter pour le consommateur pour voir si elles sont meilleures en frites, à la vapeur, au four. Est-ce qu'on en pense des nouvelles variétés? On doit déjà, donner notre avis sur leur aspect visuel en notant une note de 1 à 5. Et moi j'aimerais bien savoir le nom des variétés, mais c'est une variété à l'aveugle. Bon, j'ai mes yeux du crâne qui tombent, hein. Faudra que je règle ce problème. Encore un problème. Mais ça, c'est un problème mineur. Alors, et en même temps qu'on va faire ce storyboard, on va écouter une vidéo sur le scepticisme dans les sciences sociales, parce que voilà, ça m'intéresse. Euh, Non, non, je l'ai vraiment fait, hein, j'en ai la preuve. J'en ai la preuve, voyons voir. Tiens, j'ai pris toutes ces photos là. Donc là, on me voit en train de goûter des frites et tout. Non, non, c'est du vécu, hein. Moi, je fais ça sérieusement. C'est du reportage, hein, quasiment. Voilà. Hop. Et donc, bon, bah, je suis bien content que ça va. J'ai dû me brancher sur un serveur d'Helsinki parce que Paris, ça marchait pas. Bah, bravo, hein, quand même. C'est dingue. Alors, je vais me mettre à dessiner et puis je ferai aussi des commentaires sur la vidéo de temps en temps. Donc, je vous ai déjà vu, non? On s'est vu. On Voilà. se connaît. Donc, Serge Brett-Morel, vous êtes ex-président du comme, pôle observatoire comme je politique, disais, ex-astrologue devenu sceptique, euh, expert sur le thème de ça, c'est l'analyse les et rencontres de de l'esprit la critique à transposition Toulouse, qui sont théorique des programmatique. conférences qui se passent tous les ans sur l'esprit critique. C'est comme un grand festival de l'esprit critique qu'on a tous les ans à Toulouse. Et pour ça, on a pas mal de chance. Oui, c'est en plus un React. Voilà. Sinon, je m'ennuie un peu si je fais que dessiner. Euh, donc, c'est un festival de l'esprit critique qu'on a la chance d'avoir tous les ans, auquel je participe de temps en temps. J'ai donné une conférence gesticulée un peu rigolote, mais je sais pas le replay encore. Et là, ça parle d'esprit critique et sciences sociales, voilà. Bon.
Bon, le professeur présentateur assistant n'est pas philosophe toujours... à l'Université de Genève, il auteur m'énerve de un recherches peu, au mais bon. croisement entre philosophie et psychologie. Et Pauline. Hop, Donc, Pauline. de Heureusement que c'est Dendrobat un gag. doctor, vulgarisatrice, activiste de la diffusion des savoirs, on l'a dit. Paladin de l'esprit critique, on va laisser de côté le café cette fois-ci. Alors, là, ça marche pas, évidemment. Je vais me mettre là. Sciences humaines et sociales, SHS. Qu'est-ce qu'on entend par sciences humaines et sociales, Florian Cova? Une définition du philosophe avec un regard un peu perçant, vous voyez, un truc un peu, qu'on soit dans le cliché du philosophe. Quoi. Ouais, je pense que si on regarde bien avec le micro un peu plus près. la signification des mots, c'est toutes ces sciences qui s'occupent du fonctionnement de l'être humain. Non, j'ai la pression parce que j'ai Map dans le, franchement, vraiment, je pense dans qu'il y a le pas chat, beaucoup plus à donc dire sur le coup. T'as bossé Pauline la a envie de définition. rajouter T'as bossé des la choses. définition. Ouais, je travaille beaucoup. Non, parce que quand on a préparé cette table ronde, c'est juste un storyboard, hein, Ouais, c'est ouais, très vite fait. Florian a bossé, mais philosophe bosse, qu'on se le dise. Florian nous a proposé 5 axes d'action différents. Nous, déjà, on était en train de patauger sur la définition initiale. Évidemment, elle est assez simple. Pourquoi est-ce qu'on perçoit les sciences humaines et sociales comme étant sans méthode scientifique? Là, j'attaque direct, boum, bam, boum, les pieds dans le plat. C'est juste une idée. C'est parce que effectivement, les méthodes des sciences humaines et sociales dans l'ensemble sont assez différentes de celles des méthodes qu'on considère comme les sciences prototypiques, c'est-à-dire celles qui se sont développées en premier et qui ont bouleversé le fonctionnement de la vie humaine, que sont voilà. la physique, les chimies, la biologie. Merci de me le Et c'est dire. vrai que l'image du scientifique, c'est quelqu'un qui va accomplir une expérience et qui va tirer des lois générales et universelles qui sont applicables à tous les cas. Et bon, ça marche C'est pas mieux énormément pour la plupart des sciences humaines et sociales. Donc déjà parce que pour ce qui est de la méthode, il y a des méthodes expérimentales en sciences humaines et sociales, par exemple psychologie expérimentale, mais quand vous faites du terrain en anthropologie ou en sociologie, c'est pas la même méthode, c'est de l'observation. En général, vous manipulez pas vos sujets. De la même façon, on n'a pas le but de la sociologie. Enfin, c'est pas de tirer des lois du fonctionnement des sociétés qui nous permettraient de prédire à l'avance comment va se dérouler tel ou tel événement et quelles sont les trajectoires des sociétés en général. Il y a eu De toute façon, même pour les sciences de la nature, je ne dis pas sciences dures, je dis sciences de la nature, il n'y a pas une méthode scientifique, hein, il y en a plusieurs. En fait, chaque grand domaine de la science a sa propre méthode scientifique. Hein. Donc, reprocher aux sciences sociales d'avoir pas la même méthode scientifique que les sciences de la nature, c'est absurde en fait, hein, puisque évidemment, vu qu'elles s'attachent à un sujet différent, elles n'ont forcément pas les mêmes méthodes, quoi. C'est normal. Hein. Il y a eu un moment où les sciences humaines avaient l'ambition de trouver des lois générales de l'histoire, des lois générales du fonctionnement des sociétés, mais on est un peu revenu de ça. Ah ouais, ils sont pénibles les yeux. J'ai laissé tomber l'idée, ou alors faudrait que je mette du scotch. Il y avait cette idée que les sociétés passaient par des stades assez fixes en fait. Il y avait des stades primitifs qui étaient dominés par la religion, puis après il y avait des stades plus métaphysiques où il commençait à y avoir une réflexion abstraite et pas des vraies sciences. Les yeux qui tombent, je m'énerve. Alors, et peu à peu, je mets la lumière rouge. De la religion et de la superstition pour aller vers un progrès plus grand. J'ai une lumière rouge. Ça n'a pas trop marché comme ça. Il y a, je pense aussi le fait que, comme dit Florian, les méthodes dans l'ensemble sont les mêmes, mais elles sont pas appliquées de la même manière. Je trouve aussi souvent. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de la médecine, c'est vrai que le truc qui fait la preuve absolument, c'est avec groupe, contrôle, contre placebo, etc. Et du prospectif. Dans les sciences humaines, c'est pas toujours possible, déjà pour des raisons éthiques. Si vous voulez étudier par exemple à quel point dans telle ou telle société, les femmes sont soutenues par leur entourage au moment d'une fausse couche, vous pouvez pas diviser des femmes enceintes en deux et provoquer une fausse couche à la moitié du truc pour voir. En fait, c'est pas possible. On pourrait, mais ce serait un. Alors non, il y a des gens qui s'appellent les éthiciens et ils vont vous dire non, tu fais pas ça. Et de fait, on a été obligé d'adapter les méthodes à ce qui était possible, tout simplement. Et de fait, ça a parfois l'air de dire oui, du coup, c'est du bidouillage de la méthode. Non, elle est juste adaptée à son sujet, en fait. On adapte à son sujet. Vous étudiez un comportement en laboratoire. Est-ce que ça vous dit vraiment quelque chose du comportement des gens dans leur vie naturelle chez eux? Il y a une patate qui s'appelle Maïwen. Alors, je trouve ça super sympa d'avoir appelé une patate du nom de Maïwen. C'est pas très cool, en fait, voilà, pour elle. Mais bon, en même temps, c'est rigolo. Il y a Mona Lisa, il y a Maïwen, voilà.
Alors, on va faire la patate Maïwen. Ouais, c'est un peu comment dire, c'est pas très délicat, voilà. C'est pas super délicat. Alors, on va faire la patate Maïwen quand même. Alors, voyons voir. Faut que je la voie en même temps. Désolé. Elle a une grande bouche. Hop. Le problème des patates, c'est qu'elles n'ont pas de cheveux. Non. Bon. C'est Maïwen, ça. C'est pas évident. Hop. En fait, elle a une super grosse mâchoire. Bon, c'est un storyboard. Hein. Moi, à chaque fois que je fais un truc moche, je dis c'est un storyboard. J'ai mon œil qui s'est barré. Hop. Ah ouais, elle a une mâchoire super. J'ai mon œil qui s'est barré. C'est pénible. En fait, ouais, c'est mieux comme ça. En fait, la colle de la, ah putain, la colle des yeux est pas faite pour ce type de casquette. Et puis elle a des pommettes super. Bon, écoute, c'est pas terrible, mais on va dire que c'est Maïwen, sauf qu'on ne dirait pas une patate parce que je lui ai fait des cheveux. Alors, on perd tout l'effet patate avec des cheveux. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant et on améliorera par la suite. Hein. Voyons voir. Oui, parce qu'en fait, j'avais de l'écho parce que j'ai la webcam qui a aussi une. Et sinon, j'enlève la casquette. Hop, vous voyez mon crâne chauve. Et peut-être que les yeux colleront mieux directement sur le crâne. Ah oui, c'est mieux. Attends. J'ai un œil qui est tombé. Je vais en prendre un autre. Désolé. Hein. J'aurais dû faire un trigger warning avant. Hop. Voilà. Et là. Hop. Voilà. Ah oui, ça colle beaucoup mieux en fait. Très bien. Allez, je relance la vidéo. Au travail, etc. Enfin, parfois la méthode, si elle n'est pas bien choisie, elle perturbe le sujet et elle aboutit à un résultat faux. Et du coup, la méthodologie, ça aussi rend ce côté un peu complexe et ça donne l'impression que du coup, c'est la fête et tout est permis. C'est pas le cas. Comment est-ce que vous appréhendez l'esprit critique dans vos domaines respectifs? Là, je me tourne vers Serge et Dari pour commencer. Serge, alors vous, c'est d'abord une conversion quand même. Ouais, on parlait. Il faudrait qu'on vous masque les yeux, qu'on ait le bandeau noir et qu'on transforme la voix en disant oui, avant j'étais et aujourd'hui je suis. Voilà. Donc on est d'accord, j'ai 3 heures pour répondre. Ouais. D'accord. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ex-astrologue. Et quand j'étais dans l'astrologie, donc j'ai voulu prouver l'astrologie parce que ça marchait tellement bien qu'il y avait forcément quelque chose de vrai derrière. Et j'ai eu une démarche très bizarre, surtout chez les astrologues. J'ai essayé de tout vérifier. Ce qu'on me disait, ce que je lisais, ce que j'appliquais. Et en allant essayer de tout vérifier, mais je me suis rendu compte que j'ai rien trouvé qui pouvait être vérifiable. Et j'ai été obligé de sortir de ma croyance. Donc ça a été... En fait, c'est exactement le même schéma que Swan Tricoire qu'on a vu la dernière fois, qui elle a fait des études de naturopathie et puis qui s'est dit ah mais il y a des trucs chelous dans la naturopathie, dans ce qu'on m'apprend. Donc j'ai essayé de tout vérifier et garder ce qu'il y a de bon et pour chasser les charlatans de la naturopathie.
Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était que du bullshit quasiment, à part le fait de manger varié, de bien dormir et de faire du sport, voilà, mais qui n'est pas spécifique à la naturopathie, mais tout ce qui était spécifique à la naturopathie, c'était du bullshit, voilà. Donc, du coup, elle est devenue anti-naturopathe maintenant. Enfin, non, elle n'est pas devenue. Elle est devenue diététicienne et elle fait plus du tout de naturopathie. Bah, Serge Brett-Morel, c'est pareil, lui. Il a voulu vérifier ce qu'il y avait de vrai en étant honnêtement convaincu de la véracité de l'astrologie. Il a voulu quand même vérifier tout ce qu'on lui disait et il s'est rendu compte que c'était tout du bullshit. Donc, voilà. Il y a pas mal de gens qui ont suivi ce parcours finalement, c'est intéressant. Très dur, humainement parlant. Et donc, je faisais, j'ai appliqué la pensée critique sans le savoir à l'astrologie. Comment ça se passe quand, pardon, hein, mais vous n'êtes pas une bête curieuse, mais quand on déconstruit totalement un système de croyance, ça doit être dur pour l'ego, la psyché, enfin, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. Oui, ben, on tombe en dépression, quoi. C'est-à-dire que c'est tout simplement, c'est le monde réel, qui là, est le fruit de nos réflexions, qui nous dit, bah, écoute, tu t'es trompé, ça marche pas comme ça. Et donc, ton monde dans lequel tu vivais depuis 10 ans, bah, c'était pas un monde réel. Donc, c'est très, très difficile. Donc, il faut y aller progressivement. Et puis, ben, moi, en plus, je le faisais volontairement, donc j'ai fait ça rapidement. Donc, je me suis pris quelques trains dans la figure, comme ça. Donc, oui, c'est tout sauf naturel de le faire. Il y a aussi un changement de perception, j'imagine, de l'entourage ou du cercle amical, si vous partagiez les mêmes croyances. Alors, oui et non, parce qu'à l'époque, Internet était déjà bien en place. Donc, moi, mes relations n'étaient pas proches, physiquement parlant. Donc, j'ai perdu, bien sûr, des amis éloignés. Mais au niveau de mes amis proches, heureusement, ça n'a pas changé grand-chose, ni dans ma famille. Dont l'esprit critique a été pour vous une transformation radicale de pensée. Enfin, vous l'avez appliqué à votre croyance et vous avez tout détruit pour tout refonder. Oui, c'est pareil, j'aurais énormément de choses à dire. Je pense que ce que j'ai fait, c'était un peu sauvage, comme dirait Elisabeth Fetty sur sa chaîne Méta de choc. C'est-à-dire que j'ai fait ça un peu de façon très brouillonne. Et c'est seulement bien plus tard que je me suis formé à la pensée critique, à la zététique, des choses comme ça, où là j'ai commencé à comprendre mieux les méthodes et à le faire de façon plus systématique, ce qui m'a permis, moi, de reprendre mes anciennes critiques et de les améliorer et d'aller plus loin. On va y revenir. De votre côté, Dari, comment ça se passe, l'esprit critique en archéo, en histoire? Alors l'esprit critique, déjà en archéo, je vais rebondir sur ce que disait Pauline un petit peu, et puis Florian sur l'étude des populations. En archéo, nos populations sont souvent mortes depuis longtemps, donc c'est dur à, c'est dur à analyser. Elles ne vont pas vous contredire, cela dit. On analyse les vestiges qu'elles laissent, Ouais. et ça c'est très important, mais en histoire, l'analyse critique de documents historiques, c'est capital. Alors, dans l'enseignement secondaire, de plus en plus, je pense, mais quand on arrive en fac d'histoire, on va étudier la biographie des Carolingiens par Éginard, qui va nous dire, en dynastie, on a les Mérovingiens d'abord, ensuite on a les Carolingiens. Et Éginard va nous dire... Là, c'est un truc que Kanga avait dit, la tôle, ça vaut rien du tout. Mais d'une part, c'est un peu emmerdant. Et puis, d'autre part, ça complique un peu trop pour pas grand-chose. Donc, on va virer ça. On va virer... non, je me trompe d'outil. Hop, hop. On va virer tout ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas comment je fais ça. Effacer? Non, ah non, c'est la sélection. Je sais pas. Bon, écoute, hein, on va faire autrement. On va faire. Putain. On va faire comme ça. Je sais pas comment on efface. Ah oui, mais c'est mieux comme ça. Ouais, c'est bien mieux. Je sais pas comment on efface.
une sélection ou comment on la remplit. Donc on va faire comme ça, voilà. Voilà, alors là j'ai... Celui-là, on va le bouger. Oh putain. Celui-là, on va le bouger aussi. Allez. Hop. Voilà. Ces deux-là, on va les mettre en milieu. Ah ben c'est pas sur le même calque, évidemment. Voilà. Ça, on le vire. Ça, on le vire. Ça aussi, ça aussi. Bon, ça ira bien. Ensuite, on a l'atoll. Ah oui, ça fait rêver. Évidemment, là, ils sont sur un atoll. Hop, on va faire des palmiers. Non, je pense que les palmiers doivent être toujours tous dans le même sens. Bon, c'est pas terrible. Hein. Faut pas que je dise ça. Faut que je dise ça, c'est super. Mais bon. Un soleil comme dans les dessins d'enfants, voilà. Voilà, bon, on comprend en tout cas. Ah, j'ai oublié de relancer la Dire oui, vidéo. les Mérovingiens, c'était des gars qui glandaient un petit peu sur des chars tirés par des bœufs. C'est pas des bons rois. Et après, on apprend que Égénard, en fait, il était très très pote avec Charlemagne. Et que c'est pour ça qu'il défonce la dynastie précédente. Et si on fait preuve d'analyse critique, savoir ça, c'est prendre avec des pincettes tout ce qu'il va écrire au sujet des dynasties précédentes. Mais on peut retrouver ça aussi en archéo, quand j'ai quelqu'un, salut Demian, qui me dit il y avait des géants en Roumanie à l'époque antique et on ne retrouve pas les squelettes, c'est bien la preuve que les archéos cachent la vérité au monde. Et qu'on va voir sur Il y avait des géants et on ne retrouve pas leurs squelettes. C'est la preuve qu'on les a cachés. J'adore. ces époques-là et qu'on se rend compte que les gens pratiquaient l'inhumation par incinération. C'est normal qu'on ne retrouve pas de squelettes puisque les cendres sont dans des petites jarres. Voilà. Donc il faut faire un petit peu, il faut observer les rapports de fouilles et voir comment vivaient les civilisations à l'époque avant de dire de la merde. Après, l'histoire peut être facilement instrumentalisée. Enfin, les politiques aussi l'ont pris comme terrain de jeu. On voit même plus récemment des apprentis historiens qui le tordent en fonction de leur narration pour l'emmener dans un chemin ou un autre. Alésia, par exemple, ou le mythe de la France éternelle. Mais c'est justement à ça que sert l'éducation à l'esprit critique en sciences humaines et sociales concernant l'histoire et l'archéo. C'est que on peut faire dire ce qu'on veut à un rapport de fouille archéo ou à des archives quand les gens à qui on s'adresse ne savent pas lire un rapport d'archéo. Et je jette pas la pierre à ceux qui savent pas lire un rapport d'archéo, c'est normal parce que c'est chiant à lire. C'est des trucs très compliqués, mais comme peuvent l'être des trucs en médecine, en psycho. Moi, on fout une thèse de psycho dans les mains, à part qu'elle ait une table, je sais pas trop quoi en faire.
Mais Elle a intérêt à être sacrément bancale, ta table, hein, parce qu'on voit la taille de la Voilà. thèse. mes tables sont pas droites du tout. Mais non, c'est le principe, c'est que la méthode, comme disait Pauline, la méthode, elle est applicable partout. Il faut juste l'adapter un petit peu, mais Un sur peu le trop, principe, si le protocole tient la route, si les sources sont consultables, parce que c'est pas toujours le cas, on nous dit ouais non mais Alésia, c'est pas du tout là où c'est en Angleterre parce que la guerre de Troie. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête, Ferrand, arrête. Et l'esprit critique, ouais, c'est savoir questionner les sources en histoire et en archéo aussi, mais ça. Mon but aussi, c'est d'essayer de rendre les sources accessibles. C'est pas toujours facile, mais Ouais, je pense que là, on a effectivement aussi quelque chose qui est fondamental dans l'intégralité de ce qu'on fait, c'est savoir documenter les sources. On ne peut pas dire, et que d'ailleurs, que ce soit, comme tu disais, que ce soit en psycho, que ce soit en socio, en anthropo, on ne peut pas dire n'importe quoi si on n'est pas capable d'avoir des sources documentées derrière. Et c'est les sources aussi qui vont dire à quel point est-ce que ce qu'on fait avec derrière est fiable ou pas. Si vous avez le témoignage de 2 pécores quelque part, vous ne pouvez pas faire une étude sociologique et en tirer des conclusions générales. Et ça vaut effectivement sur plein de sujets. À l'heure actuelle, par exemple, sur les questions de la prostitution, il y a des gens qui vous expliquent que la moyenne d'âge chez les prostituées, l'espérance de vie, c'est 34 ans. Alors, si on va chercher la source, c'est basé sur une étude sur 14 prostituées dans un bordel de Los Angeles pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, c'est compliqué de vouloir vraiment conclure quelque chose d'exploitable. Donc oui, non, l'importance des sources, l'importance de l'accès aux sources et de savoir documenter, de savoir avoir un regard critique sur ces sources-là. Qu'est-ce qu'elles nous racontent réellement? Qu'est-ce qu'on peut en tirer avec la taille, avec la durée, avec l'échantillon qu'elles font? Le contexte surtout. On parlait tout à l'heure de la méthode scientifique qui était finalement intimement liée à l'esprit critique, mais ça ne veut pas dire que, on a dit tout à l'heure, donc les sciences humaines et sociales n'ont pas forcément le même type de méthodologie. Il n'y a pas d'esprit critique dans l'enseignement. Par exemple, dans l'enseignement de la philo, j'imagine que c'est le questionnement permanent, ou alors c'est plus nuancé. Alors, ça devrait. Hein, y a cette idée hein, dans la mythologie, voilà, quand on entre dans les études de philo, qu'on est dans la discipline qui a un peu inventé l'esprit critique, parce que bon, dans le canon philosophique, le fondateur de la philosophie, c'est Socrate, et Socrate, principalement, son activité, c'est d'emmerder les gens. Non, mais c'est vraiment comme ça qu'il se décrit lui-même. D'ailleurs, il a été tué pour ça. Et il acceptait pleinement de dire aux gens, ouais, t'es persuadé de ça, mais comment tu sais ça et comment t'en es sûr? Et bon, forcément, ça emmerdait les gens. Donc voilà, quand on est prof de philo et quand on est enseignant de philo, on est un peu, voilà, on se sent un peu, voilà, on porte l'esprit critique, on porte cette capacité à se dire, voilà, il faut questionner les choses qui ont l'air évidentes. Après, dans les faits, il n'y a pas beaucoup de preuves que la philosophie améliore plus l'esprit critique que d'autres disciplines. Il y a eu une vague... il y a eu quelques tentatives pour mesurer ça, et peut-être qu'il y a un vague avantage de la philosophie, mais alors il est tout petit, quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi frimer. Mais je pense que, bon, par exemple, les profs de philosophie au lycée intègrent dans leur mission d'insuffler l'esprit critique aux étudiants. Après, pour ce qui est de l'enseignement de la philosophie à l'université, c'est pas clair que la dimension esprit critique soit énormément dominante dans les enseignements qui sont donnés. Hein, il n'y a pas forcément de cours qui sont focalisés sur l'esprit critique, donc on peut se dire que c'est quelque chose qu'on va développer avec le contact des grands auteurs et des grandes pensées, mais je ne suis pas sûr en fait, hein, dans le sens où, voilà, pour beaucoup de gens en fait, la philosophie c'est plus une question de goût, on a l'impression, pour le grand public, c'est pas quelque chose qui appartient au domaine du vrai, du faux, et donc de l'esprit critique. Alors, si je peux continuer, oui, bien sûr. Moi j'ai un petit cursus en philo, jusqu'en master à peu près, et c'est vrai que j'ai été effaré en découvrant vraiment la pensée critique bien plus tard, de voir que pendant mon cursus de philo, j'ai pas été formé à la rhétorique vraiment, on nous en parle un petit peu, et puis hop, on passe, et au fil des années que j'ai passées à l'université, j'ai pas été formé à la pensée critique. C'est là vraiment le sentiment que j'ai gardé, c'est effectivement qu'on se forme sur le tas. C'est en raisonnant qu'on raisonne et qu'on s'améliore dans le raisonnement, mais en fait... c'est très frustrant, et donc je ne sais pas si ça a évolué. Est-ce que vraiment l'esprit critique commence à prendre de la place? Est-ce que ça fait sens à un philosophe d'oser se dire il faut ajouter de l'esprit critique à l'enseignement de la philo? Alors ça fait tout à fait sens, hein. Il y a aussi des différences nationales. Par exemple, dans les cursus de philosophie, par exemple aux États-Unis, le cours de critical thinking est un cours à part qui peut faire partie du cursus. Donc ça, il y a assez peu. En France... Ça compte pour la note finale, monsieur?
Ça, je ne sais pas. Non, parce Mais- que souvent, l'intérêt vient de savoir si ça rentre dans oui. Non, ça rentre dans le cursus, donc ça Ouais. fait partie des choses validables. En France, ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est la logique. Mais la logique, c'est pas la même chose que l'esprit critique. On peut apprendre de la logique et pas être du tout capable de l'appliquer à Des des... syllogismes biaisés. Tout à fait, ouais. À la Ionesco. Oui. Ouais. Et aussi, bon, l'état de la philosophie en France est assez particulier. Disons qu'il y a une branche de la philosophie qui se méfie assez fort de tout ce qui est logicisme et tout ce qui serait formalisation du raisonnement. Voilà, quand j'étais à l'école normale supérieure, et je dis pas ça juste pour frimer, il y avait un cours obligatoire de logique qui a Dire été... laquelle Non, mais la seule, la vraie. Il y avait un cours de logique qui avait été instauré obligatoirement dans le cursus de philosophie. Et il y avait une partie des étudiants qui ont milité plusieurs années pour arrêter que ça soit obligatoire parce que c'était quelque chose qui tuait un peu l'esprit pour eux, quoi. D'accord. Le fait qu'il y ait moins de méthodes dites scientifiques dans les sciences humaines et sociales, est-ce que ça fait qu'elles sont plus sensibles et qu'on voit davantage fleurir les pseudosciences Bah, il est pénible, lui. On lui a dit que c'était pas les mêmes, mais qu'il y en avait quand même. Et après, il dit, ah, il n'y a pas de méthode scientifique. là-dedans et les dérives un peu complotistes d'Harry, ça tombe sur vous? Ou alors c'est Ah, absolument pas une histoire de méthode ou de rigueur, mais C'est pas forcément une histoire de méthode, c'est une histoire d'accessibilité de la méthode, je dirais. Parce que on va parler de complotisme en archéo. Je pense que beaucoup ont vu la révélation des pyramides. Donc, film conspi qui nous dit que les pyramides ont été bâties par les bâtisseurs plus ou moins atlantes venus à bord de pyramides ovnis de forme triangulaire avec des hiéroglyphes sur les côtés. Si les gens si les spectateurs avaient accès à toutes les sources de fouilles, aux graffitis des équipes de taille de pierre et de pose de la pierre qui sont à l'arrière des pierres de la chambre de Khéops, par exemple, au-dessus de la chambre de Khéops, la chambre du roi, les gens ne croiraient pas à la révélation des pyramides. C'est juste que Imhotep était là. non, c'est en fait il y a le nom des équipes en fait pour se faire payer. Les ouvriers mettaient filet de l'équipe de l'horizon de Khéops juste derrière les pierres. Et on n'a pas accès à ces pierres-là, donc on peut pas. C'est pas les archéos, c'est pas comme certains disent. Non, mais c'est les égyptologues qui sont allés derrière les pierres, qui ont fait le tag, et puis comme ça prouve que c'est bien Khéops. Non, parce qu'on peut pas y aller en fait. Pour voir ces tags, on est obligé de glisser une caméra derrière. Donc c'est un problème de. Et ça, j'imagine que même d'accessibilité des ça, c'est sources. pas reçu comme preuve par ceux qui sont convaincus de l'inverse. Non, mais c'est parce que ils font confiance à des gens qui affirment avoir un savoir supérieur. Et puis ça paraît impressionnant, mine de rien. Les pyramides, les Égyptos disent qu'elles ont un peu plus de 4500 ans. Des conspis vont dire mais non, elles ont plus de 20 000 ans et elles sont toujours là, c'est vachement impressionnant. Un tas de cailloux comme ça qui est encore là depuis 16, 15, 17 000 ans. Donc les gens se disent mais ouais. Moi, un caillou comme ça, tout seul, je le bouge pas. Je serais pas capable d'en empiler des millions. Donc ça peut être Donc ça peut être qu'une aide extérieure. En fait, c'est faux, c'est ça. Ça vient pas. Nous, de ce que connaît l'archéologie et l'égyptologie actuellement. Les mecs qui répondent sérieusement en argumentant. Bah oui, Ouais, bien sûr. mais il faut. Dans l'état actuel des de temps en temps. connaissances. Dans l'état actuel des connaissances, oui, c'est des ouvriers qui ont bossé. Et puis mais le truc, c'est que les conspis, désolé, je monopolise un peu, mais les conspis qui nous disent non, mais vous imaginez des dizaines de milliers d'ouvriers, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils fassent leurs besoins. Ou est-ce que on les voit pas, Bah ouais, mais si tu te renseignes un peu sur les programmes de recherche, il y a des gens qui étudient le caca des ouvriers qui ont bâti les pyramides. Ouais, spécialiste en latrine égyptienne. Mais comme tu n'as pas fait de recherche, t'es même pas allé sur Google pour taper caca des ouvriers des pyramides. C'est vrai que c'est une requête un forcément, peu tu vas répondre de la merde. Alors, si vous voulez taper des trucs chelous comme ça, tapez-les dans Google Scholar. Tapez pas dans Google tout court, il va se passer des choses avec votre historique. Ça, c'est un bon type, ça. Juste pour le plaisir, dans Google Scholar, on a tous les livres des astrologues. Donc, Serge, justement, pourquoi le domaine des sciences humaines et sociales ne s'intéresse pas à l'astrologie? Il n'y a pas un chercheur qui travaillerait là-dessus? c'est dur de me lancer comme ça, je te remercie. Non, pardon, on pouvait parler d'autre chose, mais là, c'est une excellente question, mais je n'ai pas vraiment la réponse, mais c'est vrai que je me heurte un petit peu à ça. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, ou quasiment, qui travaille sur la question astrologique. Donc moi, je connais une personne qui travaille sur la disparition de l'astrologie au XVIIe siècle, mais à part lui, il n'y a à peu près plus personne. Et quand je contacte les universitaires, puisque j'essaye de battre le record de propositions de doctorat.
Ça va pas parce que cette case-là et celle-là, c'est quasiment la même. C'est embêtant. Comment je peux faire ? C'est celle-là qu'il faut refaire. Sans financement, j'en suis à 13 pour l'instant. Et donc on me répond c'est intéressant, mais personne ne voudra financer ce genre de choses. Donc je pense que l'astrologie, en tout cas, n'est plus étudiée parce que, évidemment, c'est inintéressant. L'astrologie, c'est quoi? Des horoscopes et la voyance. Mais sauf que ça reste un phénomène de masse quand même. Et mais justement, voilà. Ça dit quelque chose de la société. Mais complètement. Donc en décembre dernier, le dernier sondage IFOP a montré que 40% des Français pensaient encore que l'astrologie était capable de rendre compte des traits de caractère. Les horoscopes sont partout, etc. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les sociologues ne travaillent pas plus sur ce sujet-là, par exemple. C'est des connards de Gémeaux, c'est tout. Ouais. À mon avis, à mon avis, il y a de la Vierge aussi, parce que Oui, Gémeaux, ça ne suffit pas, faut être voilà. Non, mais là, c'est donc un objet sociologique dont personne ne s'empare. C'est ça que vous soulignez. Après, moi, j'ai des réponses à suggérer, mais je ne peux pas dire que ce sont les explications. Mais je pense que l'astrologie, c'est un sujet qui est très, très technique, et qu'en fait, les chercheurs ne travaillent jamais sur l'astrologie au sens de la pratique de l'astrologue au quotidien. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il pratique? Comment il croit? Et comment son outil, entre guillemets, peut le tromper et guider ses réflexions, ses déductions, ses idées, etc. Donc moi, c'est comme ça, c'est en me posant ces questions-là que je suis sorti de l'astrologie. C'est des questions que je ne trouve pas développées par des chercheurs, alors que ça serait passionnant de rentrer dans ce détail-là. Et l'autre problème, c'est qui peut encadrer ce genre de travail. Donc moi, j'avoue que ça me gêne que notamment au niveau des sciences sociales, on n'essaie pas de comprendre comment travaille l'astrologue au quotidien, pour voir ce qu'on peut en tirer derrière comme conséquence. Et ça fait des dizaines d'années que les historiens se plaignent eux-mêmes régulièrement dans des articles, on trouve, ou des conférences, c'est dommage qu'on n'ait pas un travail sur la technique astrologique. Parce que l'historien qui travaille sur des textes astrologiques d'il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans, il ne sait pas forcément comment travaille l'astrologue qui rédige ces textes. Donc souvent, les travaux des historiens, ça consiste à analyser les idées des astrologues ou les discours des astrologues. Mais les parties techniques des textes, souvent, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, pour moi, il y a un point noir ici. J'espère que ça changera. Et en termes d'esprit critique, moi, je trouve qu'il y a des failles de ce côté-là et qu'on n'en tire pas les conclusions qui s'imposent, des conséquences. J'espère que vous deviendrez le deuxième thésard après Elisabeth Tessier. Alors, mais des thèses, je crois qu'il y en a une vingtaine ou une trentaine depuis un siècle sur l'astrologie, dans différents domaines. Ça existe, pas dans en un fait. domaine d'esprit critique. Dans ces cas-là, Elisabeth Tessier, c'est pas la première. Ouais, c'est assez triste. Dans votre champ de recherche, Pauline, est-ce qu'il est perméable au complotisme et aux théories alternatives ou... Il est surtout perméable puisque moi je suis à cheval sur la partie sciences humaines et la partie biologie. Avec toute l'étude... Rappelez-nous ce que vous faites. Moi j'étudie les émotions complexes dans le règne animal. Règne animal hors espèce humaine, puisque l'humain fait partie du règne animal. C'est pas sensible au complotisme, c'est plus sensible à un truc qui est quand même une perte importante en termes d'esprit critique, qui est le fait que les gens là-dessus ont des croyances ou que ça heurte certaines de leurs croyances. Si on explique qu'on a des espèces qui sont capables d'être altruistes, il y a des croyants que ça heurte énormément, parce que pour eux, être altruiste, par exemple, c'est signe qu'on a une âme. Et il n'y a que l'humain qui est censé avoir une âme. Certains Descartes dans l'oreillette qui dit que ce sont des machines. Alors, pour Florian. Alors, pour Descartes, Georges, je vous pique complètement cette blague, excusez-moi. Je dirais pas que c'est Descartes, parce que c'était surtout son suivant Malebranche qui a insisté là-dessus. Et les mecs qui se disent ça en se prétendant cartésiens, on dit généralement qu'ils sont surtout mal branchés. Donc, la blague n'est pas de moi, mais je la trouve très drôle et je ne perds jamais une occasion de la ressortir. Mais sont aussi les blagues, donc les sciences humaines et sociales. Ah oui, non, oui. Je vois.
Mais il y a surtout en fait plus des interactions entre ça et des systèmes de croyances. Comme dans le complotisme, qui est une forme de croyance comme une autre, dès qu'on a quelque chose qui heurte la croyance, on se retrouve en face avec des réactions qui peuvent être violentes. Que ce soit d'un côté ou d'un autre, il y a des croyants, notamment de certaines religions monothéistes, qui ne veulent pas entendre parler d'émotions complexes, de conscience chez d'autres espèces. Et on a aussi, par exemple, certaines formes, pas tous, mais certaines formes de militants de la cause animale qui ne veulent pas entendre parler de la possibilité de penser réellement à mal de crimes prémédités chez une autre espèce. Ils ne veulent pas en entendre parler. L'animal est pur, il est innocent et il est forcément bon. Bon, voilà, c'est des choses qui sont compliquées, donc on est un peu entre deux feux. On le cherche en même temps. Bon, voilà. Mais voilà, et il y a quelques émergences un peu plus ésotériques ces dernières années où on a l'émergence de gens qui expliquent qu'ils font du magnétisme sur les animaux. Alors je rappelle, l'effet placebo, ça fonctionne très bien sur les bébés, ça fonctionne très bien sur votre chien aussi. Et on a aussi ceux qui vont faire de la télépathie avec l'animal. Et des fois, du coup, on vous demande, oui, mais du coup, toi qui t'y connais, là, le chat, il pense quoi? J'en sais, moi. J'en sais rien du tout. Qu'est-ce qu'ils pensent déjà? Alors, C'est des vidéos sceptiques, donc effectivement, en général, ça pourrit les repas de famille, le scepticisme et la zététique. C'est pas le but premier, mais c'est un des effets collatéraux. Je suis d'accord avec toi. vu le degré de viciosité dont ils sont capables, oui. Mais effectivement, il y a des projections qui sont un petit peu compliquées, il y a des systèmes de croyances comme ça qui sont un petit peu compliqués, et là où aussi ça va rejoindre des aspects complotistes, c'est qu'il y a une manne financière derrière assez incroyable, qui est que quand on renonce à la méthode là-dessus, on se met à croire à tout et n'importe quoi, aux gens qui font des naturopathes pour chevaux, on a une quantité de trucs qui est assez... qui est assez affolante, ouais. Et je pense que c'est important de voir où mène le manque de méthode aussi. Quand on se dit que après tout, ça n'a pas l'air d'être des sciences dures, donc on doit pouvoir prétendre plus ou moins n'importe quoi. On voit que effectivement, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Enfin, Florian, il y a quoi comme ressort psychologique dans ces croyances-là? Ça dépend des croyances, hein, donc tout n'est pas égal. En psychologie, quelque chose qui est assez présent, un facteur qui est assez présent dans la plupart des croyances, que ce soit pseudomédecine, théorie du complot, etc., qui n'est pas le seul facteur, hein, mais qui est un des facteurs qui est pas mal étudié, c'est le fait de se fier à son intuition. C'est-à-dire de penser que sa propre intuition est un meilleur guide, est un bon guide vers la vérité. Et ça, c'est un facteur qu'on retrouve à la fois pour le paranormal, les pseudomédecines, les théories du complot et ces choses-là. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui explique assez bien le manque de crédit des sciences humaines et sociales auprès du public des fois, c'est que plus les gens ont l'impression qu'ils peuvent se reposer sur leur intuition, moins ils vont avoir tendance à se fier à la méthode scientifique. Et en physique, en astronomie, en chimie, les gens n'ont pas d'intuition spécifique. Voilà. Quand on arrive vers la médecine, les gens ont déjà plus d'intuition au sens d'expérience personnelle. Ils vont dire « Ah oui, mais ça j'ai testé, ça marche, etc. » Et puis quand vous arrivez à des trucs comme la sociologie ou la science politique, les gens ont beaucoup d'avis parce que c'est des éléments qui font partie de leur vie de tous les jours, c'est des choses qui les touchent directement, c'est des choses avec lesquelles ils interagissent. Et donc pour eux, c'est vraiment un cas dans lequel ils ont beaucoup d'expérience personnelle sur lequel ils pensent qu'ils peuvent se reposer. Donc le fait qu'il y ait des sociologues qui disent non, la violence, le taux de crime violent n'a pas augmenté depuis les 10 dernières années, si eux, ils ont le ressenti que leur quartier s'est dégradé ou que la violence a augmenté, voilà, ça va... Là, il y a plus d'expérience personnelle et d'intuition et de sentiment qui peut aller à l'encontre de ce que dira la méthode scientifique, quoi. Est-ce que c'est pas un peu désespérant de se dire, Dari par exemple, si je vais chez le dentiste et qu'il est en train de me soigner la dent, je fais moi je ne ferais pas comme ça, moi. Hein. Moi j'ai une idée différente. Donc là on ne fait jamais ça. Mais vous en tant qu'historien, vous avez une chaîne, vous expliquez, vous prenez le temps, vous êtes patient, vous débunkez, et les mecs disent non, c'est extraterrestre. Je ne te crois pas. C'est frustrant, mais après.
Entre le gars qui va juste dire non, je pense que c'est les extraterrestres, bah, si tu penses que c'est les extraterrestres, vas-y. Moi, en soi, je m'en fous. Ce qui me dérange plus, c'est quand un gars dit c'est les extraterrestres, je vais vous le prouver en 7 films et je vais vous réclamer 400 000 € par film. Là, ça commence à m'emmerder. On parlait de la manne financière, c'est souvent ça Ouais. le souci, parce que les gens parfois aient des croyances, s'ils pensent qu'ils peuvent communiquer télépathiquement avec leur chat, pourquoi pas, enfin, si c'est ça qui les rend heureux, qui suis-je pour dire que c'est pas vrai et qu'ils y sont pas. Que quelqu'un leur apprenne à le faire en leur facturant des stages 800 €, là je suis pas d'accord. Et cette asymétrie dont on parlait sur les autres tables, c'est-à-dire de dire que justement ils sont capables, les complotistes, de lever des fonds énormes, et vous, même si à vos échelles vous êtes quand même assez suivis, mais c'est quand même plus difficile. On parlait de Clément qui galérait pour son documentaire, non ça c'est une blague, parce que visiblement il a d'autres problèmes. Mais quand bien même, on n'est pas sur des séries à 400 000 où tu ferais un documentaire, tu vois. Non, j'ai pas les compétences pour faire un documentaire déjà, mais après Non, mais même l'archéo, pour drainer, pour- c'est des subventions publiques souvent l'archéo, donc sauf quand il y a un aménagement et que c'est du préventif, mais les budgets, oui, il y a de moins en moins de thunes dans la culture, et quand je vois des films qui récoltent 300 000 balles et que ça fait 3 ans de fouilles pour un petit chantier de 30 fouilleurs en Alsace, c'est agaçant. Ouais. Après, on peut rien y faire. Il y a des gens qui ont besoin de rêver. Je ne vais pas empêcher les gens de rêver. Par contre, les enfoirés qui leur pompent de la thune en leur disant non mais les gars, la pyramide en fait ça indique la date de la fin du monde. Je vais vous indiquer quand va être la fin du monde. Bon, par contre, il faut me filer de la thune. Si tu la connais, dis-le. Si tu la connais pas, que tu l'inventes au fur et à mesure, ferme ta gueule, quoi. Alors tout le monde sait que c'est 2012. Serge, vous souhaitiez réagir? Bon, j'allais dire une bêtise, et la date sera forcément après ma mort en fait. Comme ça, je peux pas être pris en défaut. Non, en termes de manne financière, moi du côté des astrologues, je connaissais pas mal d'astrologues qui ne vivaient pas de leur pratique. Donc on a souvent l'image des astrologues riches qui passent à la télé, etc. C'est comme tout, ce sont des exceptions. C'est ceux qui réussissent, qui trouvent un modèle financier. Ou alors, vous comparez avec le football, si quelqu'un fait du foot ici, je ne suis pas sûr qu'il gagne 1 million par mois. Par contre, les stars, elles, le font. Malgré tout, moi je pense que par exemple les horoscopes de presse, c'est un loisir, c'est pas grave, c'est machin. Je pense que c'est une porte d'entrée aussi vers tout un tas de choses en termes de pensée magique, mais ça on n'en parle pas. Puis c'est une publicité gratuite pour l'astrologie. Les astrologues n'ont pas trop besoin de faire de la pub sur le fait qu'ils existent, parce que tout le monde sait que l'astrologie ça existe à cause des horoscopes, même si je ne parle pas des différences entre les uns et les autres. Et à côté de ça, on dit aussi oui, mais si les gens veulent aller consulter un astrologue, c'est pas grave. On peut encore parler en termes de porte d'entrée vers la pensée magique, mais souvent on oublie de dire que la personne elle va peut-être aller consulter son astrologue, donc ok, ça coûte pas très très cher, mais par contre après elle va aller peut-être chez son naturopathe parce qu'elle a un petit problème, puis si ça marche pas, il y a l'énergéticien aussi, et puis finalement il y a un vrai budget derrière. Moi j'ai connu des personnes comme ça qui me disaient non mais ça me coûte pas trop cher, ça me coûte 40 €, 50 €, et puis en parlant avec elle, en fait toutes les semaines elle allait voir quelqu'un de différent, et finalement il y avait un vrai budget derrière. Et il y a des personnes qui vivent de ça, et c'est vrai que moi aussi, des fois, C'est du ça me storyboard. pose un petit problème. Et qu'est-ce que ça nous dit de la société, justement, la prolifération de ces propositions alternatives? Moi, je ne suis pas sûr qu'il y en ait On va beaucoup. pas bien, en fait, Serge. Ouais, non, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus qu'avant, surtout. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a toujours eu, sauf qu'on en parle beaucoup plus. Et c'est vrai qu'avec l'effet des réseaux sociaux, on en parle beaucoup plus. Je ne sais pas si vraiment il y en a beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus. Moi, quand j'entends dire oui, aujourd'hui l'astrologie est à son top, non, on prend les sondages des années 80, c'était la même chose. Et l'astrologie, elle fait ça en fait, au fil des décennies. Donc là, on est sur un haut, probablement à cause de la Covid ou ce genre de choses. Je ne sais pas. Je pense que là-dessus, on peut, en tout cas, moi, je me range à l'avis d'Umberto Eco, qui pensait que, en fait, ça n'a pas changé, c'est juste des gens qui disaient les mêmes choses avant, sauf qu'avant, ils n'avaient pas d'audience. Je veux dire, il y a... Ils disaient que c'était dans un bar. Non, mais c'est ça, il y a 80 ans, par exemple, il y aurait un mec qui aurait dit « Oui, vous savez quoi, la pyramide, elle a été construite par des extraterrestres, et ils ont la tronche des statues de l'île de Pâques. » La seule question qu'on leur aurait dit, c'est « Jacques, rentre chez toi, t'es bourré. » Alors je vais n'être pas d'accord avec ça parce que j'avais dans ma famille quelqu'un qui avait une très grande bibliothèque de cette collection que je ne connaissais, que je ne me rappelle pas le nom, mais c'est des livres de poche rouge. L'aventure mystérieuse. Succès, où j'avais bouquiné ça quand j'étais petit chez cette personne que je ne dénoncerai pas. Et il y avait les trucs avec, avant, l'eau atteignait, le niveau des mers atteignait le haut des Andes, et puis il y avait des géants qui vivaient là-haut, quoi.
Et c'est exactement le même genre de truc que la pyramide aujourd'hui, c'est juste que le médium a changé, mais ces trucs étaient déjà là il y a au moins 30 ans. Quoi. En tout cas, ce qui traverse les tables depuis ce matin, c'est cet Allez, on de avance. loupe et de massification. Effectivement, ça pouvait représenter quelque chose qui était une niche, et aujourd'hui, le phénomène est plus visible. Mais est-ce qu'il est aussi important statistiquement? Ben, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple RMC Découverte, qui diffuse autant la révélation de la pyramide que des reportages intéressants, des fois. Mais même en faisant un reportage intéressant, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire le mystère des pyramides, machin. Il faut toujours que ça soit mystérieux pour intéresser les gens, et c'est chiant, en fait. Ça peut être très intéressant, même si c'est juste parler de la vie des ouvriers qui ont passé du temps à construire le truc. Mais si on ne met pas mystère dedans, bah, les gens ne vont pas venir voir. Et c'est triste. C'est à vous de nous faire rêver, Dari. Ben, Comment vous ouvrez vos vidéos? Il n'y a pas de mystère chez vous. Bon, ben, concrètement, on a retrouvé 3 os. On a mis 3 semaines à les trouver. Il y a un petit morceau de poterie et ça nous apprend ça. Bouleverser toute la chronologie d'une ère culturelle, c'est quand même intéressant. Même si c'est pas mystérieux, ça reste impressionnant, je trouve. Et puis vous savez nous le vendre. J'essaye. Merci. Il y a beaucoup de choses qui sont très impressionnantes sans être forcément mystérieuses. Pour prendre une autre construction qui peut-être nous parle plus, parce que les pyramides, c'est vrai que c'est loin, il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont vues en vrai physiquement. Quand vous regardez la construction d'une cathédrale, bon, c'est pas les extraterrestres qui l'ont fait ou je sais pas quoi, mais c'est impressionnant. Et surtout quand on fait les reconstructions avec les techniques de l'époque, de voir comment est-ce qu'ils ont fait ça. Le simple fait de se trouver dans une cathédrale au centre de la nef et de regarder comme ça est déjà très impressionnant. Pourquoi il n'y a pas de complotisme sur les cathédrales alors? Je sais pas, il y a du complotisme sur C'est les moi- cathédrales. c'est moi qui Il y en a, explique, non, il y en a Oh beaucoup. merde, pardon. Il y en a beaucoup et qui sont liés aux pyramides d'ailleurs. Il y y en a qui disent que Ah. les pyramides sont faites en Mais j'ai dit ça pierre au moulée pif, c'est du béton égyptien et que ça a traversé les âges bien sûr. via les prêtres, les templiers, les machins, et que les cathédrales sont aussi en béton moulé parce qu'on ne peut pas sculpter ça avec nos mains d'homme. Tu vois. Donc, Mais est-ce qu'il y a vraiment l'idée que les humains n'ont pas pu construire les cathédrales tout seuls? oui. Ah vraiment? Parce que Oui, moi, vous j'avais le verrez pensé- dans le prochain nettoyeur qui va Je pensais qu'il y sortir. avait un peu, je pensais qu'il y avait un peu un biais civilisationnel, disant que bon bah ça c'est notre civilisation, nous on est quand même vachement plus. Non, justement, les gars meilleurs, te disent donc, que les cathédrales gothiques sont apparues d'un coup comme ça, et que c'est parce qu'il y a des technologies atlantes qui ont été retrouvées par certains peuples scandinaves notamment, qui sont allés jusqu'en Amérique du Sud. Et- Enfin, Et la Sagrada Familia qui est toujours en construction, ils font quoi avec Ouais, mais ça, c'est pas les bonnes technologies atlantes. Ah. Et ça, C'est la version d'épaule. Larry, c'est un discours isolé ou c'est vraiment un discours partagé? Alors, ce discours sur les cathédrales, je l'ai entendu chez 4 ou 5 personnes différentes, mais il y en a qui commencent à ressortir des films dessus. Depuis 2019, là, ça reprend un petit peu vie sur les cathédrales. Parce que, comme pour les pyramides, on n'a pas de plan. On a quelques croquis d'architectes, dans des carnets de croquis, en gros, sur des sculptures particulières ou autres, mais on n'a pas de plan de construction. Et ça, dès qu'on n'a pas de plan de construction en mode plan Ikea, d'abord tu prends 20 000 ouvriers, ensuite tu les fais... Ça embête les gens, mais c'est vrai qu'on se demande comment est-ce qu'ils ont... C'est impressionnant, on se demande comment est-ce qu'ils ont pu le faire. Il y a une idée sous-jacente qui est un peu triste, c'est de se dire de ne pas reconnaître tout simplement le génie humain. C'est-à-dire que cette capacité imaginative, que ce soit l'île de Pâques, Notre-Dame ou les pyramides, c'est juste et même des choses qui ne sont pas forcément impressionnantes en taille, simplement. Un chat. Simplement en précision. Enfin, si vous allez aux antiquités orientales au Louvre, vous allez trouver des petites statuettes, des sculptures qui sont parfois grandes comme ça, qui ont plus de 3000 ans, qui sont d'une finesse, d'une précision. Vous dites, mais ça a traversé 3 millénaires, c'est incroyable. On peut aussi être très impressionné sur des choses comme ça. C'était des humains qui simplement avaient choisi bien leurs matériaux pour qu'ils traversent le temps, pour qu'ils soient là, qui avaient leur artisanat, qui avaient leur art, qui savaient faire des choses. Je sais pas, est-ce que ils sont tous en train de dire que les souffleurs de verre du village à côté de chez ma mère, c'est des Atlantes aussi? Enfin, au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter, non? Enfin, je sais pas. Je sais pas, ils sont comment? Ils ont une démarche un peu bizarre, ils ont le teint verdâtre? Alors, ils ont une C'est démarche des un peu bizarre, mais je crois que c'est parce qu'il a eu un accident de fourneau une fois. Ah, Mais il n'est pas vert. jamais Ça arrive dans pas mal de docu-conspi de dire avec notre technologie moderne et nos machines, on n'est pas capable de le faire. Typiquement, polir de la pierre avec nos machines aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Et les gars oublient que, par exemple, des miroirs d'astronomie, on se les tapait à la main. Et parfois encore aujourd'hui, tu fais des trucs à la main parce que c'est plus précis et c'est plus propre que quand tu fais ça avec une machine. Mais ils l'oublient. Serge. Je pense que c'est tout le rapport à la connaissance en fait qui est interrogé là derrière.
par des personnes qui n'ont pas certaines formations. Et moi, je me rappelle, très longtemps, j'ai été un petit peu admiratif envers les gens qui produisaient des connaissances. Alors, je parle pas beaucoup, c'est vrai. Déjà, j'ai pas beaucoup de spectateurs. Et puis, j'écoute la vidéo, c'est intéressant, mais il faudrait que je parle plus. Voilà. Il faut que je m'habitue à plus parler. J'ai des notifications, je ne sais pas d'où ça vient en plus. Enfin. Encore plus si c'était il y a des siècles et des siècles. Et on a l'impression qu'il faut vraiment que ce soit des gens exceptionnels qui aient été là pour produire des choses exceptionnelles. Ouais, c'est bien. Alors que non, en fait, ils travaillaient tous ensemble. Et Oui, puis, c'est intéressant, c'était des faut hommes dire. communs. Et puis, il n'y a pas besoin d'être C'est plus intéressant que tout ce que je pourrais dire. Donc, bon, voilà. surhumain pour produire des choses vraiment qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui. Donc, c'est profond, quoi. Écoutez, merci à tous les quatre, on vous applaudit. Et alors, à qui je vais piquer le micro? Je vais piquer le micro à Serge parce que c'est plus calme. Il ne va pas m'en vouloir. Et on va passer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on va commencer. Enfin, oui, je vais dans le bon sens, tiens. C'est vous, hein, monsieur? Ensuite, s'il y a d'autres questions, faites-moi signe en avance, en vert, là. Alors, 1, 2, 3. Ça marche. Oui, bonjour et merci pour votre intervention. Moi, j'ai une petite question à poser. Personnellement, je ne mets absolument pas en doute sciences humaines et sociales et esprit critique. Hein. Même si le protocole est différent que celui qui est mis en place par ceux qui sont passés avant vous, bien sûr, les sciences humaines et sociales relèvent pleinement des sciences. Mais quand je participe à des conversations sur Internet, je me rends compte que ces sciences humaines et sociales sont extrêmement mises en doute dans leur scientificité, notamment à cause de la guéguerre qui existe entre sciences humaines et sociales, d'un côté, académique, européenne, hein, pour faire très vite, et les fameuses studies. Et moi, j'aimerais savoir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Comment se fait-il qu'il y ait un tel décalage entre ces deux axes, on va dire, et puis pourquoi l'une ne reconnaît pas l'autre et réciproquement. Voilà, j'espère que ma question est simple, je ne vois pas très bien, enfin j'espère que quelqu'un arrivera à y répondre, je vous remercie. Je pense qu'on va faire un petit bout tous les deux. Moi, de toute façon, je vais plus fournir un contre-exemple, je pense, qu'une explication, puisque moi je travaille à cheval complètement, c'est quelque chose qui n'a jamais posé de problème ni à ma directrice de thèse, qui elle venait vraiment de sciences humaines, ni aux gens qu'elle m'a attribués dans les comités de suivi, qui eux venaient vraiment, alors notamment des neurosciences. La question, c'est d'arriver à trouver un dialogue, parce que comme on arrive avec des méthodologies très différentes, il faut arriver à se parler. Et il y a des gens, parfois, c'est souvent des gens déjà bien installés dans leur carrière, ils n'ont pas forcément envie de faire l'effort de changer des choses chez eux pour que ça arrive à communiquer avec d'autres disciplines. Donc il peut y avoir aussi simplement des choses comme ça qui ne fonctionnent pas très bien. Mais au contraire, on croit de plus en plus, et il y a beaucoup de projets de recherche qui sont financés sur ça, sur l'interdisciplinarité, y compris entre des champs qui avaient l'air d'être parfaitement séparés, qui de fait ne le sont qu'artificiellement. Florian, tu veux? Oui, c'était pour rebondir sur l'idée qu'il y avait, si je n'ai pas compris, une sorte d'opposition entre les sciences humaines et sociales et les studies. Alors non, en fait, ce qu'on appelle le champ des studies, gender studies, postcolonial studies, c'est des champs qui sont reconnus en général par les autres disciplines en sciences humaines et sociales. C'est des champs dans lesquels il y a des bons travaux et puis il y a des mauvais travaux, mais c'est des champs qui ont été, on va dire, visés parce que, ils touchent à des sujets politiques sensibles. Et il y a eu des mauvais travaux aussi, mais c'est ceux-là qui sont mis en avant par les gens qui veulent décrédibiliser un peu ces champs-là. Mais en général, je ne crois pas que ces champs-là ne soient pas reconnus par les autres chercheurs en sciences humaines et sociales, quoi. On va prendre la question de monsieur. Oui. Du coup, j'ai deux questions même. Une par rapport à l'intuition. Ça m'arrive assez couramment d'avoir des gens qui valorisent beaucoup l'intuition et en tenant un discours de je me méfie de l'intuition et j'essaie d'avoir d'autres outils, du coup, j'accueille pas le côté,
l'intérêt qu'a la personne pour l'intuition. Et du coup, j'ai l'impression de manquer un peu d'outils sur comment expliquer le rôle, l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on a de l'intuition, pour rendre entendable le fait que, oui, mais ça a des limites aussi. Et du coup, voilà, ça c'est la première question. Comment traiter là-dessus? Je dis juste la deuxième, vous verrez s'il y a la place pour répondre aux deux. La deuxième, c'est par rapport à la spirale dynamique, quand vous avez parlé des étapes d'évolution et du fait qu'il y avait un courant déterministe sur ça passe par telle étape, puis telle étape, puis telle étape. Je ne sais pas si la spirale dynamique s'inscrit dans ce courant-là. Et en gros, je ne sais pas s'il y a une validité scientifique avérée aujourd'hui sur ce modèle-là ou s'il est plutôt obsolète. Bon, bah moi j'ai fini ma planche. Alors je suis content. En plus, je vais avoir des choses à faire. Là, on est sur les questions de la vidéo. Donc, si vous voulez avoir la fin des questions, moi je vous invite à aller sur le site, sur la page YouTube des REC, des Rencontres de l'Esprit Critique à Toulouse. Là, c'est une vidéo de 2021. C'est la vidéo numéro 4 qui s'appelle Esprit critique et sciences sociales. Voilà. Et puis, bah, moi, je vais vous laisser là. Et je verrai quand je referai un stream. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé ça. Salut Mab. Et à bientôt. Et à bientôt. Voilà, c'est tout. À plus. T'as vu quand même, il y a un certain professionnalisme quelque part. Hein. J'ai des scènes et tout, avec de la petite musique de fin. C'est pas mal.